Eh bien, parfait. Bon, on y va. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence ce soir pour cette conférence du cycle Guerre de Poutine en Ukraine, un tournant pour l'Europe, organisée par le Cercle Europe de l'Association des anciens de Sciences Po. Je suis Francesco Ronchi, administrateur à la direction pour le soutien à la démocratie du Parlement européen, et j'ai le plaisir ce soir de modérer cette conférence de Florent Parmentier. Florent est secrétaire général du CEVIPOF à Sciences Po et il est aussi spécialiste de la Moldavie. Il a coécrit un ouvrage sur ce pays de l'espace post-soviétique dont il nous parlera. Donc, merci beaucoup Florent d'avoir accepté cette invitation. La Moldavie est un pays aujourd'hui au centre de dynamique géopolitique à cause du conflit en Ukraine. Et je souhaiterais commencer cette conférence par ces conflits, par les conflits ukrainiens. Depuis plus de 3 mois, l'Ukraine est envahie par la Russie et la situation apparaît instable et opaque. Il y a, à mon avis, une opacité stratégique évidente, une myopie. Au début de ce conflit, avant que ce conflit éclate, très peu d'analystes croyaient à la possibilité d'un conflit en Ukraine. Ensuite, on a parlé d'une invasion russe de tout le pays, de tout le territoire ukrainien. Et puis aujourd'hui, on voit que le conflit se rétrécit au Donbass. Donc, je trouve qu'on a du mal à saisir, à comprendre l'évolution du rapport de force en Ukraine. Et donc, sur la base de ta connaissance stratégique de la région, tu es un expert de Moldavie, mais tu connais tout l'espace post-soviétique, tu connais très bien l'Ukraine également. Je commencerai par te demander ton avis sur la situation en Ukraine. Comment vois-tu la situation de ce conflit? Comment vois-tu l'évolution de cette guerre qui est en train de stabiliser l'Europe? Voilà, Florent, et merci beaucoup. Merci Francesco pour cette introduction. Effectivement, la dernière fois que nous étions vus dans ce cadre, nous avons eu la chance de pouvoir accueillir Sergueï Gouriev. Et Sergueï Gouriev, économiste, ancien chief économiste de la Burn, nous avait donné un certain nombre d'éléments sur bien les chances de voir l'économie russe faiblir assez rapidement. Et donc, l'espoir d'un conflit qui serait plus court que ce à quoi on a déjà assisté. Il est vrai, voilà, nous sommes maintenant à 3 mois et demi de conflit. Et le premier élément qui frappe, c'est que pour l'instant, nous semblons finalement nous inscrire dans la durée. S'inscrire dans la durée parce que qu'un des deux protagonistes ne semble prêt à l'effondrement. L'armée ukrainienne a beaucoup mieux tenu que ce qui n'y paraissait. Mais il faut reconnaître également que l'armée russe n'est pas non plus en train de perdre toutes ses forces. Il lui reste également énormément de forces, de munitions. Et ce qu'on voit dans le Donbass, c'est un déferlement d'armes, de violences, etc. Donc, il est évident qu'aucun des deux protagonistes ne semble au bord de l'effondrement ou du chaos. Mais, et c'est la partie similaire, aucun des deux protagonistes n'est susceptible à ce stade de pouvoir remporter l'avantage de manière évidente. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le conflit n'a pas encore livré, ou la phase d'affrontement, le champ de bataille n'a pas encore livré sa vérité. À partir du moment où le champ de bataille aura livré sa vérité, il y aura un côté qui aura plutôt perdu, un autre qui aura plutôt gagné, et en fonction de ça, eh bien, un accord, une ligne de force politique ou un compromis politique devra trouver sa place afin de conclure le conflit. Donc, on est dans ce moment où il n'y a ni effondrement ni avantage. Ça plaide pour quelque chose qui va durer assez longtemps. On a une autre dynamique, je dirais comme ça 5-6 dynamiques de conflit. Le premier, c'était ni effondrement ni avantage. La deuxième dynamique, c'est évidemment la question de la livraison des armes. Et ça, il faut observer à mon sens 3 points rapides. Le premier, c'est que ces livraisons d'armes sont massives, mais vont à un rythme inégal. Leur capacité d'adaptation, d'utilisation
sont pour certaines, vont rapidement trouver leur place au sein des forces armées ukrainiennes. Pour d'autres, il faudra un peu plus de temps pour se faire à l'armement, en quelque sorte. Donc, il y a un envoi d'armement qui est massif, mais, et c'est peut-être le deuxième point, c'est que cet armement, les Russes savent à peu près par quel point de l'Ukraine ils vont arriver. Ça va arriver probablement via le territoire polonais, via la ville de Lviv. Et donc, il est extrêmement simple d'imaginer quels sont les points à partir desquels ces armements vont pouvoir être acheminés. C'est aussi la raison pour laquelle un certain nombre de points d'infrastructures clés ont été bombardés depuis le début de ce conflit. Donc la question, c'est effectivement au-delà de la capacité à pouvoir utiliser ces armes, c'est la capacité à les acheminer et à en faire bon usage. Et puis après, il y aura un troisième sous-point là-dedans, qui est ce qu'on fera de ces armes après le conflit. Il est frappant d'observer que 20 ans après la fin de la guerre Yougoslavie, on a encore eu des armes du conflit yougoslave qui étaient échangées sur des marchés noirs à Marseille. Et donc, la question de savoir comment surveiller ces armes, y compris après, et dans l'envoi massif qu'on a eu de ces armes, eh bien, cela fait autant de risques pour demain. Et une partie de la réflexion aujourd'hui consiste à se demander comment faire pour contrôler cet afflux d'armes, c'est-à-dire au moins les tracer, savoir où sont ces armes qui sont exportées. C'est une autre dynamique de ce conflit. En tout cas, la question de la livraison des armes est un point extrêmement important et qu'il faudra suivre encore dans les prochains mois. Cela permet à court terme au moins d'équilibrer le rapport de force entre la Russie et l'Ukraine, mais ça ne permet pas à l'Ukraine de prendre un avantage décisif pour le moment, étant entendu que c'est la Russie qui occupe 20% du territoire de l'Ukraine et pas l'inverse. Et donc, cela dit quelque chose aussi des rapports de force actuels. Le troisième élément, après les livraisons d'armes, c'est la question des buts de guerre. Avons-nous en Europe des buts de guerre homogènes ou sommes-nous dans une phase où il n'y a pas, les différences entre les protagonistes vont plutôt avoir tendance à augmenter. Pour le moment, officiellement, nous n'avons jamais été aussi unis sur les vagues de sanctions. Nous sommes au 6e paquet de sanctions. Un 7e est en train d'être préparé, imaginé, discuté. Mais on sent bien, notamment par rapport aux critiques dans l'Europe du Nord, les pays les plus exposés, les pays baltes, la Pologne, un certain nombre de critiques, non seulement évidemment par rapport à la Hongrie, qui pour le coup prend une position très, très radicale sur le conflit en Ukraine, mais également des critiques très fortes vis-à-vis de l'Italie, dans une moindre mesure, mais aussi de la France et de l'Allemagne, qui sont parmi les pays les plus critiqués aujourd'hui, parmi les partenaires, avec l'idée selon laquelle ni la France ni l'Allemagne n'en font assez. Donc on a ce point effectivement pendant lequel un certain nombre d'États verront de plus en plus une forme de contradiction entre soutenir l'Ukraine, soutenir militairement l'Ukraine, soutenir politiquement l'Ukraine, soutenir économiquement l'Ukraine, et des propres crises sociales, politiques, économiques internes qu'il faudra bien traiter. Donc on a eu, je crois, il y a quelques semaines, une manifestation en Italie qui ne disait pas que la Russie n'était pas coupable, ça, tout le monde était à peu près au clair sur qui est l'agresseur et qui est l'agressé dans cette histoire, mais qui était plutôt en train de dire, mais bon, ok, on sait qui sont les agresseurs, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir continuer à travailler. Et donc, ces manifestations, on commence à les voir, et naturellement, elles vont être de plus en plus tendues à mesure que le conflit s'éternise, à mesure que les lignes d'approvisionnement seront rompues, à mesure que l'énergie sera plus chère. Et puis, pour prendre un chiffre, effectivement, du cas de la Moldavie, on aura l'occasion d'y revenir. La Moldavie a vu une inflation depuis le début de la guerre de 27%, ce qui est considérable. On sent bien déjà à 5-10% ce que ça peut donner en France. Il faut imaginer 27% et sans perspective, finalement, de retour à des prix préalables simples. Donc, la question à terme de la cohésion de l'Europe est une question essentielle, qui ne se limite pas seulement à la question de la Hongrie, mais qui ne se limite pas non plus à quelque chose est-ouest. On va avoir peut-être des pays à l'ouest de l'Europe qui seront
très favorables à un soutien actif, etc., de l'Ukraine, comme les Polonais et les Baltes, et puis d'autres partis qui, en revanche, seront peut-être moins favorables à ce type de soutien, à regarder et à faire des comptes en interne pour savoir quel est le coût du soutien de l'Ukraine. Ça, on risque d'avoir ce type de débat. Encore une fois, non pas pour dire que les Russes ne sont pas coupables, ça je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. En revanche, pour dire effectivement que ce conflit commence à durer et donc qu'il serait bon de trouver un terme. On risque d'avoir ce type de tension. Pas tout de suite, mais dans les prochains mois. Je pense de plus en plus difficile. Quatrième point, il y a une forme d'élargissement du champ du conflit. Jusqu'à présent, au bout de 3 mois et demi, cela reste un conflit entre deux États souverains, un conflit interétatique classique entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui est moins classique, finalement, c'est l'extension du conflit, une sorte de conflit non pas mondial, mais mondialisé, avec des inquiétudes qu'on observe en Afrique, qu'on observe au Moyen-Orient, qu'on observe parfois en Asie, sur la question de la livraison des ressources alimentaires. Donc, autrement dit, on sent bien que la question des céréales était au cœur des rencontres entre Macky Sall, l'Union africaine, et Vladimir Poutine à Sochi, avec l'idée que l'Ukraine doit être en mesure d'exporter son blé. Et de ce point de vue-là, c'est une demande effectivement des Ukrainiens. Avec un danger malgré tout pour l'Ukraine, c'est que si on a un couloir naval via la mer Noire, dont on est en train de discuter, plus largement, c'est-à-dire vers la Méditerranée, ensuite exporté vers l'Afrique, on aura un point important qui est que les Ukrainiens vont être obligés soit de dire où sont leurs mines, soit de participer à leur déminage. Parce que c'est aujourd'hui le fait d'avoir une mine dans la mer Noire qui rend plus difficile le commerce du grain, en plus du fait que la Russie pille les ressources ukrainiennes, et ce de manière très très large. Donc ce conflit a déjà un premier élément de mondialisation qui est tout simplement la question de la crise alimentaire. Cette fragilité alimentaire, elle touche on parle de 274 millions de personnes, donc elle est substantiellement plus forte qu'avant le début de la guerre. Et malheureusement, ça risque de durer si l'on prend en compte le fait que non seulement les ressources de cette année ne pourront pas forcément être acheminées sur les marchés africains, mais en plus, nous sommes dans des mois où normalement on devait procéder à la semence, donc ça veut dire que l'année prochaine, on entraînera encore cette difficulté. Cinquième point, le front interne ukrainien. Il y a un paradoxe avec une opinion publique qui croit massivement à ses chances de victoire, de l'ordre de 95%. Selon divers sondages qu'on peut trouver dans Ukrainskaya Pravda, c'est-à-dire la Pravda ukrainienne, vérité ukrainienne, qui est l'un des journaux principaux à Kiev. Si on regarde ça, on pourrait se dire à première vue la bonne nouvelle. Cela facilitera la poursuite des combats, puisque sans avoir un fort moral, il est compliqué effectivement de pouvoir continuer. Les Ukrainiens sont à la fois, ont tenu tête à l'armée russe avec beaucoup de courage et encore avec beaucoup d'espoir à ce stade. La question, effectivement, est plutôt de voir et de commence à percevoir parfois un certain nombre de critiques venant du front par rapport aux politiques, encore que le président Zelensky est relativement épargné par ça, pour la bonne et simple raison qu'il est capable, comme il l'a fait il y a 2-3 jours, d'aller sur le terrain, d'aller sur place, de se rendre pas très loin finalement du combat. Et donc on a véritablement cette dimension combattante, un moral qui est encore bon, mais on sent bien aussi peut-être côté ukrainien qu'on a plus de mal à mobiliser les opinions publiques internationales qu'au début du conflit. On le sent par exemple dans les flux de solidarité, on les sent dans différents endroits. Donc il y a à la fois un moral qui reste fort, qui se manifeste aussi avec un point important qui est tout simplement le fait qu'il y a plus d'Ukrainiens aujourd'hui qui reviennent en Ukraine que d'Ukrainiens qui partent. Ça, c'est un signe de confiance très fort de la population. Donc, on a quelque chose en tout cas d'important, et sur le front du moral, l'Ukraine est encore là. Et puis, peut-être dernier point, pour refaire le lien avec la Moldavie,
jusqu'à présent, l'essentiel de l'effort de guerre russe et de la défense ukrainienne se joue dans le Donbass. Pour le moment, le front du Sud n'est pas le plus actif. Quand on parle du front du Sud, on parle de la ville de Mykolaïev, qui avait été prise, puis reprise, prise par les Russes et reprise par les Ukrainiens. Et à partir du moment où Mykolaïev tient, on peut avancer que la ville d'Odessa est relativement protégée à ce stade. Donc, si on fait le bilan de tout ça, on est là dans une guerre qui va malheureusement continuer, pour laquelle les Européens sont probablement amenés à être de plus en plus divisés. Tous les alliés n'ont pas forcément le même but en livrant des armes et en prenant un certain nombre de sanctions, etc. Mais avec un conflit qui va se décentrer en partie, c'est-à-dire la question alimentaire va vraiment devenir importante dans les prochains mois, mais avec une Ukraine qui tient bon. Voilà comment on peut à ce stade résumer la situation. Ah, on ne t'entend pas. Vous m'entendez? Oui, tu m'entends. Tu as mentionné, merci beaucoup, c'est très clair, tu as mentionné un risque, une perspective d'enlisement du conflit, d'une certaine façon. Et l'autre jour, j'ai discuté avec un diplomate polonais, ici à Bruxelles, et il était très inquiet par cette perspective, parce qu'à son avis, si les Russes sont confrontés à un enlisement, il y a un risque d'incident secondaire, c'est-à-dire une stratégie de propagation du conflit dans d'autres régions, dans d'autres pays. Évidemment, les Polonais, ils craignent pour la Pologne, même, et pour les pays baltes. Mais dans ce contexte, je voulais te demander comment tu vois les rôles de la Moldavie, qui est un pays faible, qui est structurellement faible, et est un pays qui se trouve historiquement entre le monde russe et le monde européen. Et donc, voilà, je voudrais savoir, dans cette perspective, dans ce risque de déstabilisation, de délocalisation du ciblé du conflit, les rôles de la Moldavie que tu connais trop bien. Merci Francesco, c'est une question extrêmement importante parce qu'effectivement la Moldavie fait partie des pays les plus cités dès lors qu'on s'intéresse à savoir qui est possiblement le prochain pays sur la liste. La Moldavie apparaît assez en haut. Pour autant, je pense qu'il faut observer les quelques points suivants. Premier point, il n'y a pas en Moldavie la volonté de participer au conflit transnistrien, réactiver le conflit transnistrien. Il n'y a pas en Transnistrie de volonté d'aller participer au conflit ukrainien. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que la Moldavie est divisée entre une partie dite pro-russe, qui est la Transnistrie, et la Moldavie, en fait, c'est-à-dire de Chisinau, c'est la Moldavie contrôlée par l'État central. Partant de là, ce qu'il faut conserver comme idée, c'est que la Moldavie est un État neutre, article 11 de sa constitution. Étant neutre, elle ne souhaite pas participer au conflit. Pour autant, ce n'est pas parce que vous ne souhaitez pas participer au conflit que vous ne risquez pas d'être rattrapé par ce conflit. Mais pour être rattrapé par ce conflit, il y a une condition sine qua non, c'est que les troupes russes progressent de deux manières possibles, soit en faisant la jonction avec la Transnistrie et en coupant du coup Odessa du reste du territoire ukrainien. Ça, c'est une première option. Soit en prenant Odessa et à ce moment-là, tout simplement depuis Odessa remonter vers la Transnistrie. Donc ça, c'est la première hypothèse qu'il faut avoir en tête, c'est que cela suppose de la part de la Russie le problème du Donbass et ensuite qui continue, qui a encore de l'appétit pour conquérir cette partie qui est la partie finalement qui donne à l'Ukraine l'accès à la mer Noire. Donc, c'est une hypothèse assez forte étant entendu que l'Ukraine a plutôt bien résisté dans ces régions-là. Et donc, y compris les anciens partisans dits pro-russes, en fait, aujourd'hui, sont en fait tout à fait en faveur de la défense de la souveraineté ukrainienne. Donc, on a quelque chose où les Russes ont retourné en fait des pro-russes, des gens qui leur étaient favorables. Et donc, se posera la question, effectivement, pour eux, de savoir comment ils peuvent établir une administration dans ce contexte. Donc, ça, c'est le premier élément, c'est la résistance ukrainienne. Si on devait faire des scénarios, il y a bien un scénario,
Il y a peut-être deux, trois scénarios qui sont intéressants par rapport à la place de la Moldavie dans cette guerre. Première idée, les Russes parviennent, ce n'est pas sûr du tout, mais les Russes parviennent à la frontière avec la Transnistrie et imposent à Chisinau une nouvelle constitution, en disant voilà, on va régler le problème de la Moldavie de la manière suivante. Il va y avoir, comme en Bosnie, un État qui sera unifié, mais au sein de cet État unifié, la Transnistrie aura en gros le rôle de la République serbe de Bosnie, c'est-à-dire cette partie de l'État qui en fait n'est pas contrôlée totalement par l'État et qui est contrôlée par une puissance étrangère, en l'occurrence la Russie. Ça, c'est l'une des possibilités, effectivement, qu'on ne peut pas exclure, c'est-à-dire pas de guerre, mais l'imposition d'une nouvelle constitution à la Moldavie. On peut imaginer, s'il faut, un scénario de ce type. Un deuxième scénario de ce type, qui a été écarté, mais il est important de le garder en tête, ça a été un conseiller de Volodymyr Zelensky, M. Arestovitch, qui a proposé tout simplement de régler pour Chisinau le problème militaire que constitue la Transnistrie. Quelle est l'idée essentielle? C'est de dire, voilà, la Transnistrie, c'est une troupe pro-russe à l'ouest de l'Ukraine. Si vous en êtes d'accord, on va vous en débarrasser. Les Moldaves ont dit non. En fait, ça fait depuis 1992 que nous sommes dans une situation où nous avons finalement trouvé un cessez-le-feu en 1992. Il n'y a pas de résolution du conflit pour l'instant, mais on essaie de le faire de manière pacifique. Et à ce stade, on préfère effectivement une situation qui n'est pas réglée, mais qui est pacifique, plutôt que de rentrer dans un conflit dont on ne maîtrise pas le début, ni les tenants, ni les aboutissants. Mais après tout, ce qu'on a vu à partir de la fin avril, ça a été une série d'attentats dans lequel le ministère des Affaires étrangères russe a appelé le ministre des Affaires étrangères moldave pour dire attention, les Ukrainiens vont lancer une opération, etc., pour essayer de déstabiliser la région et d'empocher la Transnistrie. Les Ukrainiens ont appelé les Moldaves pour dire attention, les Russes essaient de faire une déstabilisation de la région et donc ils vont essayer de faire quelque chose. Et donc, on a eu une série d'explosions en Transnistrie qui n'ont pas fait de mort jusqu'à présent, mais qui ont obligé la Transnistrie à être dans une situation d'alerte rouge, en quelque sorte, c'est-à-dire de ne pas faire le défilé du 9 mai, ce qui est un des moments forts de la vie transnistrienne. Et donc, on a cette possibilité-là, qui est celle d'une explosion, effectivement, de dernier outre cas de figure. Est-ce que la Transnistrie peut participer directement à la guerre en Ukraine? Là, je pense qu'il faut être extrêmement prudent pour une raison simple. D'abord parce que si les Moldaves, les Transnistriens dépendent en partie simplement dépendent pour partie du lien avec les services de sécurité russes, en réalité, ils dépendent aussi beaucoup des partenaires économiques ukrainiens. Donc en réalité, ils sont très embêtés aujourd'hui. Tout simplement parce que leur principal port d'exportation, c'est le port d'Odessa. Un port russe, etc. Donc, il y a des affaires avec différentes couches et sphères de la société ukrainienne. En 1992, qu'est-ce qui s'était passé en Transnistrie? Bien, tout simplement, les troupes dites pro-russes ont eu beaucoup d'appui en Ukraine. Les Ukrainiens n'ont pas été les derniers, effectivement, ont accueilli les troupes russes quand il s'agissait effectivement de donner l'assaut contre la Moldavie. Donc, tout simplement, voilà, il y a cette ambiguïté-là de la part de la Transnistrie. Et puis, si on regarde les choses d'une autre manière, non pas seulement en termes de préférence politique, mais en termes de nombre de troupes, on s'aperçoit qu'il y a 1500 gardiens de la paix russes en Transnistrie. On peut rajouter 6 ou 7 000 volontaires qui viendraient, mais ce qu'on voit, c'est qu'on ne peut pas bouger 6 ou 7 000 personnes d'un coup. On ne peut mobiliser qu'une partie de ces forces-là, tout simplement parce que si la Transnistrie entre en guerre contre l'Ukraine, alors les Ukrainiens aussi vont attaquer le territoire transnistrien. Donc en réalité, les Transnistriens ne sont pas assez nombreux pour participer à une offensive en Ukraine, et on peut en avoir pour preuve le fait que le 24 février 2022, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, elle ne l'a pas fait depuis le territoire transnistrien. Et donc ça, c'est quelque chose effectivement peut-être à retenir et qui est intéressant. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que les chances de voir le conflit s'étendre en Moldavie, en Transnistrie, à ce
stade ne sont pas une certitude. La Moldavie est encore relativement loin du front, et quand bien même la Moldavie sera à côté du front, eh bien, on ne sait pas très bien quelles sont les marges de manœuvre de la Transnistrie et de la Russie dans la région. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a trop peu d'hommes à ce stade pour en faire une vraie force d'appoint pour une offensive russe dans la région. Le plus sage à ce stade, y compris pour la Transnistrie, c'est de ne pas bouger. J'ai une question, parce que c'est très clair ce que tu nous dis, mais en fait, je voudrais renverser un peu la perspective. Parce que nous parlons maintenant d'attaque russe. Utiliser la Transnistrie un peu comme plaque tournante, comme fief pour organiser une attaque en Moldavie et déstabiliser aussi toute la partie occidentale de l'Ukraine. Mais j'ai une question à te poser. Voilà. Cherchons à renverser la perspective. Et voyons le rôle de la Transnistrie et la soutenabilité de la Transnistrie dans une logique d'affrontement entre Ouest, y compris l'Ukraine, et Russie. Quelle est la raison stratégique pour laquelle l'Ukraine et l'Ouest et l'Occident devraient accepter d'avoir en son sein, c'est-à-dire entre la Roumanie, la Moldavie, l'Ukraine, une enclave russe, dans une logique d'affrontement total entre l'Ouest, comme je l'ai dit, et la Russie? Pour quelle raison l'Ouest, les Américains, les Ukrainiens, bon, les Européens, on discutera de ça après, mais pour quelle raison on devrait tolérer l'existence d'une enclave qui est un foyer de déstabilisation potentielle pour toute la région? Donc, peut-être, voilà, ce n'est pas seulement l'attaque russe, mais c'est aussi le positionnement et la stratégie occidentale par rapport à cette enclave. Alors, si on devait... D'abord, il faut rappeler quelque chose, c'est qu'en 2002, il y a eu ce qu'on a appelé le mémorandum Kozak. Le mémorandum Kozak, c'est du nom de Dimitri Kozak, qui est le chef de l'administration présidentielle russe. Et en gros, ce qu'il a proposé en 2002, c'est une sorte d'arrangement à la bosniaque. On va réunifier les territoires qui ont été séparés, etc. Et donc trouver une forme de compromis sous la forme suivante, une élection au suffrage universel, en gros un parlement, une assemblée nationale et un Sénat, ce que n'a pas la Moldavie, qui est monocaméral. Et ce Sénat, en fait, avec une présence des troupes, en tout cas des députés transnistriens. Les États-Unis n'en ont pas voulu. Les États-Unis n'en ont pas voulu, certains pour de bonnes et de mauvaises raisons à la fois, avec l'idée que si on permettait à la Transnistrie de réintégrer la Moldavie, ça créerait un courant plus pro-russe au sein de l'opinion publique. Et puis, ça imprimerait au sein de la Transnistrie, en tout cas au sein de la Moldavie, ça crée une situation de fait dans laquelle il aurait été compliqué ensuite de s'orienter vers l'Union européenne. Donc, si la question est est-ce qu'on peut asphyxier économiquement ce territoire? La réponse, c'est oui. Je pense qu'on peut l'asphyxier, effectivement. C'est un premier point. Est-ce que, si on doit reprendre le contrôle à Tiraspol, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y aura des coûts à la réhabilitation de la région qui vont être considérables. Pourquoi? Tout simplement parce que la Transnistrie n'a pas la même monnaie que le reste de la Moldavie. Se posera la question en fait de quoi faire avec les fonctionnaires de Transnistrie. Ça suppose en fait qu'on ait vraiment l'idée non pas seulement on ne veut pas de ce territoire, mais comment faire pour régner sur un territoire qui a évolué tout seul un peu dans son jus pendant 30 ans. Avec d'assez fortes... Il faut savoir, c'est que l'ancien président Poroshenko avait des affaires en Transnistrie, ce qui dit beaucoup du niveau de corruption de l'Ukraine aussi, y compris à plus haut niveau. Et donc, il y a probablement des dossiers qui sortiront à la fois sur des hommes politiques en Moldavie, en Ukraine, différents endroits. Donc, est-ce que, et si on y va, ça veut dire si on pourra le faire que militairement, sur le territoire d'un État qui, pour l'instant, n'a pas manifesté cette envie-là. Ça dépend avant tout, en fait, de la volonté moldave. Si les Moldaves veulent aller au conflit sur la Transnistrie, on peut leur fournir des armes, leur fournir un appoint. Si eux-mêmes ne sont pas dans une approche où c'est leur priorité,
Ils sont plutôt dans l'idée qu'il faut maintenir la paix pour le moment, à défaut de pouvoir régler le problème. Alors, à ce moment-là, il faut tenir compte du choix des Moldaves. De ce point de vue-là, ce qu'on dit souvent, c'est rien sur l'Ukraine sans les Ukrainiens. Je pense qu'on pourrait dire la même chose sur les Moldaves, c'est rien sur la Moldavie sans les Moldaves. Ah, on ne t'entend pas. Désolé. Je trouve très intéressant ce que tu me dis. Et j'ai une question par rapport à ça, mais je vois aussi qu'il y a une question de François. Donc, on reprend d'abord cette question de François. Donc, François nous demande si est-ce que la Transnistrie a un intérêt stratégique. Il y a des ressources naturelles, il y a des ressources industrielles. Voilà. Quel est l'intérêt stratégique pour la Transnistrie? Merci François. Bonne question. La réponse est pas vraiment. Il y a des avoirs russes. Il y a notamment une usine métallurgique qui est. Il y a différents commerces qui sont en lien avec le capitalisme russe, c'est-à-dire le capitalisme mafieux et les oligarques et les circuits de corruption. Ça, c'est une chose qu'on a. On a un des grands milliardaires russes, s'appelle Alecher Ousmanov, qui possède l'usine MMZ. Voilà. Mais une fois qu'on sait ça, ces ressources industrielles, elles sont relativement limitées. On parle d'un territoire qui ne comporte qu'un demi-million d'habitants. C'est à peu près la population j'allais dire Nantes avec son agglomération aujourd'hui, tenant compte de points. Donc, c'est pas un tel enjeu. C'est un enjeu si on considère que du point de vue local, on fait partie du monde russe. C'est un enjeu si on considère effectivement qu'une bonne partie de l'administration locale a un lien avec les services de renseignement. Mais j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas de ressources, de ressources telles qu'on aurait besoin du titane de Transnistrie. C'est pas des choses. Du coup, c'est plutôt un positionnement qui est recherché. Ce positionnement, à quoi il sert? C'est pas, la Russie n'a pas cherché à reconnaître l'indépendance de la Transnistrie. Elle ne l'a jamais reconnue au niveau du Parlement. Ce que la Russie a cherché à faire avec la Transnistrie, c'est à contrôler la Moldavie. Contrôler notamment dans l'hypothèse où elle serait tentée de se rapprocher de la Roumanie. Pendant le conflit, au mois de mars, la Transnistrie, je crois, a essayé de reconnaître les deux États roumains, l'État roumain et le reste de la Moldavie, pour s'en différencier précisément. Donc, il n'y a pas vraiment de ressources importantes. Il y a eu une réaction politique en 90-92 d'une partie de la population qui a souhaité garder des liens de proximité avec l'espace russe, plutôt que d'être pris dans la Roumanie. Et depuis 30 ans, en fait, on ressasse ce point. Mais il n'y a pas de ressources importantes autres qu'un positionnement géostratégique qui amène la Transnistrie finalement à être non loin des Balkans et puis à l'ouest de l'Ukraine. Dans le cas, malheureusement, comme c'est le cas aujourd'hui, où il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine, cette portion de territoire en tant que telle présente un intérêt relativement limité. Je vois qu'il y a de similitudes très importantes avec la Bosnie, en effet. C'est exactement la même politique que les Russes sont en train de développer en Republika Srpska. Ce n'est pas donc de reconnaître la division du pays, mais d'utiliser cette entité comme un outil pour empêcher les développements d'une Bosnie-Herzégovine atlantique, pro-atlantique et pro-européenne. Mais j'ai une question par rapport à ça et j'invite tous les participants à poser des questions. Vous pouvez les écrire dans le chat si vous le souhaitez, ou vous pouvez aussi prendre la parole si vous voulez. J'ai une question, parce qu'en Ukraine, on a été un peu surpris par l'évolution de l'opinion publique ces dernières années. Même dans les territoires soi-disant russophones, aux pro-russes de l'Est, on a assisté quand même à une montée assez intéressante d'un sentiment, je ne dirais pas anti-russe, mais quand même d'une dissociation avec une proximité avec la mer Russie. Voilà, une autonomisation au moins de l'opinion publique dans des territoires que Moscou considérait comme pro-russes par définition.
Et tu as un peu parlé de ça, tu as un peu abordé la question quand tu as parlé des dynamiques au sein de la Moldavie. Et je voudrais savoir, compte tenu que la Transnistrie, voilà, c'est un peu le cœur voilà, de cette discussion, je voudrais savoir, est-ce que tu as des éléments pour nous dire ce qu'il se passe en Transnistrie? Et surtout, j'ai deux questions. D'abord, quels sont les leviers politiques du contrôle russe sur l'opinion publique dans ce territoire? Ce sont des éléments symboliques culturels, ce sont des éléments de capitalisme extractif à travers les népotismes, à travers voilà, ces États mafias. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui? Est-ce que, comme dans l'Est de l'Ukraine, on peut assister, on peut esquisser au moins une évolution dans un sens pro-européen et pro-occidental aussi dans cette enclave? Et voilà, et je répète que s'il y a des questions, voilà, nous sommes preneurs. Voilà. Je t'en prie. Alors, je pense que ce sont des points intéressants. Ce qu'il faut savoir avec la Transnistrie, c'est à la fois qu'il y a 3 langues officielles, le moldave, le russe et l'ukrainien. Et ça depuis l'indépendance. Alors de fait, le russe, c'est la langue de circulation, etc. Mais il y a une coexistence, ce qui n'existe pas dans d'autres territoires russes, que les Russes ont conquis sur les Ukrainiens. Il y a peu de survivance de l'ukrainien en Crimée, dans les territoires séparatistes. Il y a une volonté, effectivement, séparatiste ukrainien, donc le Donbass, dans une partie, effectivement, de s'éloigner, en tout cas, les autorités s'éloignent de la langue ukrainienne. Donc, on a une particularité transnistrienne de ce point de vue-là. Et un deuxième élément qui est intéressant, c'est que la Moldavie a accueilli un très, très grand nombre de réfugiés, le plus grand nombre par tête, pour 10 000 habitants. Si on regarde effectivement les choses proprement, la Moldavie, pour 2,6 millions d'habitants, a vu passer plus de 400 000 réfugiés, ce qui est considérable. La plupart sont partis, parfois même sont revenus en fait en Ukraine. Mais il est important de se souvenir effectivement que la solidarité moldave a été supérieure en fait aux chiffres qui ont été produits par la Pologne, alors même que la Moldavie a une richesse par tête qui est à peu près le quart de ce qui est le PIB par tête de la Pologne. Donc on a quelque chose comme ça de très important. Dans ce cadre, il faut observer que les Transnistriens ont accueilli un certain nombre de réfugiés ukrainiens. En accueillant ces réfugiés ukrainiens, on dit à la fois qu'il y avait des réfugiés, etc., mais ils n'ont pas expliqué d'où venait en quelque sorte le flux. Ils n'ont pas expliqué que c'est parce que la Russie avait mené la guerre à l'Ukraine qu'on avait des réfugiés ukrainiens qui venaient en Transnistrie. Donc il y a eu de la part des autorités transnistriennes une forme de retenue à trop vouloir s'impliquer dans la problématique ukrainienne, dont on sent en fait qu'une partie des Transnistriens ont un passeport ukrainien. Une partie a des passeports russes, une partie a des passeports moldaves. En tout cas, il y a une passeportisation assez générale en fonction de qui fait quoi et de quel avantage ça m'apporte à un moment donné. Le dernier point que tu mentionnais, c'était le rapport de la Transnistrie à l'Europe. Depuis plusieurs années, le commerce extérieur de la Transnistrie est assez résolument tourné vers l'Union européenne. C'est même le principal partenaire. Une fois qu'on sait ça, ça a supposé de la part des Transnistriens une forme d'adaptation par rapport à un certain nombre de règles européennes. Mais le point est que l'économie transnistrienne est déjà assez largement tournée vers ce qui est un cas également observable avec la Moldavie, qui s'est assez largement, d'un point de vue commercial, tournée vers l'Union européenne et Russie. Je dirais voilà, qu'il y a à la fois une relation assez compliquée en Transnistrie, très liée par les services de renseignement russes, liée aux capitaux et aux interactions avec les sphères politiques ukrainiennes, et puis aussi liée avec le marché européen. Avec là aussi. Pardon ? Quand tu parles de services de renseignement russes, voilà, c'est très intéressant ce que tu me dis, ce que tu nous apprends. Opérationnellement, comment ça se passe en fait, ce contrôle de services de renseignement sur la Transnistrie et donc par conséquent aussi sur la Moldavie? Alors, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont envoyées en Transnistrie et qui élisent domicile
et bien, tout simplement font partie ont des liens, sont recrutés, sont parrainés par des services de sécurité russes, en fait, par le GRU, par le SVR, en gros par les services de renseignement extérieurs. Et qui ont un rôle dans l'appareil étatique, pseudo-étatique. Dans tout ce qui est le domaine régalien, il est très difficile de faire sa carrière dans un domaine régalien en Transnistrie si on n'est pas soi-même adoubé par les services de renseignement. C'est en fait ça le point spécifique. Très bien. Et concernant le dernier point que tu as abordé, c'est-à-dire la relation avec l'Europe, il y a une question et concernant la relation entre la Moldavie et l'Union européenne, et en particulier la perspective d'élargissement de l'Union européenne, d'accession de la Moldavie à l'Union européenne. Est-ce que la Moldavie n'a aucune chance? Alors, je verrai les choses peut-être de manière, si on regarde de manière historique. Première décennie, les relations entre l'Union européenne et la Moldavie étaient extrêmement limitées. Il faut attendre 1994 pour qu'un accord de coopération et de partenariat soit conclu entre l'Union européenne, donc la communauté économique européenne, et la Moldavie. Mais il faut attendre 1998, c'est quasiment 4 ans, pour que l'ensemble des parlements ait signé l'accord de partenariat et de coopération. Donc ça montre quelque chose qui est assez long et en fait un relatif manque d'intérêt dans les années 90 qui peut s'expliquer tout simplement par le fait qu'on est encore en train de chercher un modèle pour l'élargissement. Bien ensuite, viennent les années 2000. Il faut savoir qu'en 90, après la guerre au Kosovo, il y a une offre qui est celle du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, qui fait qu'en 2001, la Moldavie, après 2001, demande à participer à ce pacte de stabilité de l'Europe du Sud-Est, et c'est accepté par l'Union européenne avec une condition qui est ne pas considérer qu'il y a une promesse d'élargissement conforme aux autres membres du pacte de stabilité de l'Europe du Sud-Est. C'est-à-dire, en gros, la Moldavie se rapproche des Balkans par la taille, mais s'en éloigne géographiquement. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que la Roumanie est à la fois un État qui est membre de l'Union européenne, mais dont la réputation a été probablement moindre que d'autres États de l'Union européenne. Aujourd'hui, on pourrait en discuter effectivement, mais en tout cas, on a l'élargissement de l'Union européenne à la Roumanie en 2007, et donc 2004 comme la plupart des autres pays, avec la Bulgarie, précisément parce qu'on considère que ces deux États étaient plus loin en termes de corruption, en termes d'état de droit et en termes de modèle, en quelque sorte, de la région. Donc, ce faisant, la Moldavie finalement a eu ce moment en 2007 où elle est à la frontière de l'Union européenne, moment dans lequel on commence à parler et à penser de la politique européenne de voisinage. Et dans le cadre de la politique européenne de voisinage, on trouve des États du Sud et des États de l'Est. Une fois qu'on a ce panorama, le partenariat oriental lancé en 2009 devait permettre de répondre, de donner une expression conjointe à l'ensemble des États européens qui n'avaient pas une vision uniforme de ce que devait être la Moldavie. Pour un certain nombre, la Moldavie n'est pas candidat au même titre que d'autres et devait être dans un espace dans lequel on partage un certain nombre de choses, sauf des institutions. C'est l'expression de Romano Prodi. Tout sauf des institutions. Et donc, on a eu cette approche-là. Et puis, d'autres États étaient, en revanche, beaucoup plus favorables à l'adhésion de la Moldavie au sein de l'Union européenne. Quelle est aujourd'hui la situation? Eh bien, la Moldavie s'est déjà assez largement réorientée sur le plan économique. Mais ce n'est qu'une partie des discussions. Se pose maintenant la question de l'état de droit, la question de la lutte contre la corruption et un certain nombre de points, j'allais dire, de points encore importants politiquement. Donc ça, c'est un premier élément. La guerre en Ukraine change par rapport à ça quelque chose de très simple. La Moldavie sera beaucoup plus simple en termes de pays à élargir, avec ses 2,5 millions d'habitants. En gros, c'est vraiment plus la taille d'un État balte ou d'un pays des Balkans que de l'Ukraine, qui, elle, comporte à peu près 40 millions de personnes. Donc, on est sur des échelles qui sont extrêmement différentes. Partant de là, j'ai tendance à dire que de deux choses l'une, soit
l'Ukraine est reconnue comme candidate et pourrait intégrer effectivement l'Union dans un horizon de temps prévisible mais assez éloigné. En tout cas, dans ce cas, la Moldavie serait elle aussi en quelque sorte dans la même boucle, tout simplement parce que la situation d'une Moldavie qui se trouverait entre l'Ukraine qui serait membre de l'Union européenne, la Roumanie qui serait membre de l'Union européenne, ne fait pas forcément sens toute seule. Donc, à ce moment-là, se poserait effectivement cette question de risque. Si on ne reconnaît pas à l'Ukraine la possibilité de s'élargir, et si on dit, voilà, vous reconnaissez un statut particulier, mais pas celui de candidat dès le mois de juin, à ce moment-là, la Moldavie serait très vraisemblablement en position d'attente. Mais à terme, ses chances seraient peut-être plus élevées que l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne, précisément en raison de sa taille, qui est beaucoup plus modeste, et des difficultés dont on peut imaginer qu'elles seront moindres que celles de l'Ukraine. Donc pour la Moldavie, il y a encore quelques années, on aurait pu dire non, en tout cas pas tout de suite et pas dans un horizon prévisible. La guerre en Ukraine rend peut-être plus probable l'adhésion de la Moldavie au sein de l'Union européenne, comme elle rend plus probable l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Merci. Il y a une question de Anne qui te remercie pour ton éclairage, mais elle a du mal à comprendre ce que recherche la Russie en Transnistrie. Quelle est la valeur ajoutée, en effet, pour la Russie? Voilà. Si ce n'est pas un avantage économique, on peut partir du principe que ce que recherche la Russie est plutôt un avantage politique. Cet avantage politique, c'est une possibilité de garder dans une forme de zone ce qu'on appelait avant l'étranger proche dans les années 90, ce que Vladimir Poutine a renommé monde russe. Donc c'est l'appartenance à un club d'États, c'est à la fois contrôler la Moldavie et faire en sorte que cette Moldavie reste au sein d'un certain nombre d'États post-soviétiques autour de la Russie. Donc, c'est ça que cherche la Russie, c'est avant tout un avantage, étant donné qu'économiquement, il n'y a pas grand-chose à attendre ni de la Moldavie ni de la Transnistrie, qui sont parmi les territoires les moins développés d'Europe en termes de PIB. C'est clair, très clair, ces points-là. J'ai une question sur la dynamique interne à Moldavie, parce que nous avons la Moldavie maintenant une présidente très dynamique, Maia Sandu, et par contre, on voit aussi une déstabilisation de l'opposition. Il y a eu l'arrestation du président, l'ancien président Dodon. Le Parlement européen maintenant sera, et ça c'est une chose voilà, intéressante, même pour toi, il faudra qu'on en discutera un peu en bilatéral, sera engagé dans un processus de médiation entre majorité et opposition, à mon avis, voilà, de forme des activités de soutien à la démocratie. Je voudrais donc avoir un peu ton analyse sur l'évolution du paysage politique en Moldavie et sur cette force politique un peu inattendue de la présidente, voilà, qui a réussi aussi à remporter les élections législatives, alors qu'au début, on la voyait un peu comme assez faible, disons, politiquement, fragile, au moins. Alors, si on doit peut-être faire le portrait de Maia Sandu, ça a été aujourd'hui une cinquantaine d'années, mais ça a été un peu une étoile filante dans la scène politique moldave. Elle n'a pas fait le cursus politique Unorum qui consisterait à être élu dans la campagne moldave, puis de monter, etc., dans les différents échelons. Elle a une carrière d'économiste qui a travaillé dans de grandes organisations internationales. Une fois que le FMI, si je ne me trompe pas, je ne sais plus si FMI ou Banque mondiale, enfin une grande institution financière internationale, pour laquelle elle avait à la fois un salaire extrêmement confortable et des perspectives. Et puis, elle s'est engagée au début des années 2010 dans cette aventure qui était l'Alliance pour l'intégration européenne, c'est-à-dire les partis politiques qui ont pris le pouvoir après les élections de 2009. Et donc, Maia Sandu fait partie de ces experts internationaux, en quelque sorte, ou de Moldaves internationalisés qu'on est allé chercher pour remplir des modalités techniques. Elle est candidate suite à différents revers de l'Alliance pour l'intégration européenne. Elle est candidate en 2016 à la présidence de la République. Elle perd au deuxième tour contre Igor Dodon. Elle est néanmoins première ministre en 2019. Je pense que ça vaut le coup de rappeler ce qu'a été 2019. On a en 2019 un oligarque, Vlad Plahotniuc, qui détient un grand nombre de pouvoirs au sein de la Moldavie. C'est-à-dire qu'il est capable à la fois de contrôler les membres de
associations d'organisations anticorruption. Il y a différents points, effectivement, sur lesquels l'oligarque Plahotniuc a été en mesure de contrôler un certain nombre de développements politiques. 2019, il y a des élections législatives en février. Et ces élections législatives donnent 3 partis à peu près à égalité, du moins avec des blocs comparables. Un parti dit pro-russe, c'est le bloc Igor Dodon, le parti socialiste. Un parti dit pro-européen, c'est le parti de Maya Sandu. Et puis un groupe officiellement pro-européen mais oligarchique, qui est celui précisément du Parti démocrate soutenu. Il a existé avant Vlad Plahotniuc, mais en tout cas soutenu par Vlad Plahotniuc. Difficulté en fait de faire un gouvernement parce que 3 profils très différents. Et contre toute attente, le Parti des socialistes d'Igor Dodon a fait alliance avec le parti de Maya Sandu. Maya Sandu a été première ministre d'Igor Dodon pendant quelques mois. Et donc, ça a été évidemment des mois plutôt compliqués. Ça a été 5-6 mois pendant lesquels, même un peu moins, entre juin et novembre à peu près, il y a eu une alliance assez particulière. S'en est en suivi les élections de novembre 2020. Et là, à sa deuxième présidentielle, grâce à une mobilisation extrêmement forte des Moldaves de la diaspora, il y a eu en quelque sorte une victoire assez nette, contre toute attente de Maya Sandu, qui a su pousser le Parlement, qui avait été élu en février 2019, à se dissoudre de manière à pouvoir avoir une majorité en juillet 2021. Donc, on a de ce point de vue-là une présidente qui a réussi à avoir une majorité et à être présente sur un certain nombre à être en mesure de faire passer un certain nombre de réformes, notamment dans la lutte contre la corruption, qui est son grand cheval de bataille. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'arrestation d'Igor Dodon ? Eh bien, Igor Dodon était plutôt retiré du monde politique. Retiré dans la mesure où lui-même avait des liens très étroits avec la Russie, des liens économiques, des liens politiques, que se posait la question du financement de son parti, qui était relativement important. Et donc, il n'est pas surprenant qu'il ait pu être arrêté sur ce point-là, encore qu'il faut respecter la présomption d'innocence. En revanche, ce qui est certain, c'est que le contexte dans lequel c'est mené, c'est-à-dire celui de la guerre en Ukraine, fait dire à un certain nombre de membres de l'opposition pro-Dodon que c'est une arrestation purement politique. Et donc, cela fait suite à l'interdiction d'un certain nombre de sites pro-russes qui diffusent en Moldavie. Ça fait suite à l'interdiction de prendre quelque chose qui est très controversé en Ukraine, qui est le ruban de Saint-Georges, qui est un signe impérial russe, qui était un signal de la Seconde Guerre mondiale également, qui est ce liseré orange et marron qu'on trouve. Donc on a comme ça une partie de l'opinion publique qui considère aujourd'hui qu'il y a une forme d'utilisation de la crise, de la guerre russe en Ukraine pour mettre au pas l'opposition. C'est une partie du discours de l'opposition qui correspond à peut-être une partie qui a peut-être 35% de l'électorat, là où 45% de l'électorat est plutôt encore favorable à Maya Sandu, même si Maya Sandu a connu énormément de difficultés depuis qu'elle a les pleins pouvoirs, tout simplement parce que les prix du gaz ont beaucoup augmenté, que c'est une partie importante de l'économie moldave qui se joue là. La Moldavie est l'État qui a le plus d'inflation d'Europe aujourd'hui, c'est 27%, ce qui est considérable. Donc il faut suivre de près la situation moldave actuelle, pas tellement pour savoir combien il y a de drones qui vont défendre la Moldavie. On n'est pas encore sûr à ce stade que la Moldavie soit attaquée. C'est un certain nombre d'hypothèses que j'ai expliquées tout à l'heure. En revanche, la Moldavie peut assez rapidement se trouver en grande difficulté en asphyxie économique. Et ça, c'est un problème, effectivement, pour Maya Sandu. Très intéressant. Et donc, voilà,
pour conclure, d'abord, il y a une clarification de Juliana Piget qui nous apprend que Maya Sandu a travaillé à la Banque mondiale. Merci beaucoup, Juliana. Et donc, pour conclure cette conférence très intéressante, voilà, ça fait 1 heure que nous discutons, que nous discutons et on a l'impression de commencer il y a quelques minutes, donc c'était très intéressant. Et donc, pour commencer, voilà une analyse un peu de perspective sur l'avenir de la Moldavie. Tu nous as dit déjà quelque chose maintenant, tu nous as dit qu'il faut regarder les fondamentaux économiques du pays. Voilà. Donc, si tu peux un peu donner une vision voilà, de brève et moyenne période pour le pays et les risques et aussi les challenges, mais aussi les potentialités. Voilà. Comment tu vois l'avenir en Moldavie et qu'est-ce que nous devons voilà, analyser voilà, dans les mois à venir. Alors, il faut analyser plusieurs choses. D'abord, la question du renforcement militaire ou non de la Moldavie. Parce que ça fait partie des questions qui ont été soulevées, y compris par Charles Michel. Et donc, la Moldavie est un État neutre. On voit bien au nord de l'Europe que 2 États neutres traditionnels, la Finlande et la Suède, ont demandé leur adhésion à l'OTAN. On voit également que cette adhésion a été bloquée par la Turquie. Et vraisemblablement, ces 2 États ne pourront pas, en tout cas, la voie de l'adhésion de ces 2 États à l'OTAN semble aujourd'hui compromise. Parce que la Turquie, en fait, et a probablement diverses raisons de bloquer. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que cette guerre est une forme de désaveu pour les États neutres. La Moldavie restera-t-elle un État neutre? Ça, c'est quelque chose pour le moyen par long terme, il faut poser. Ça a permis de garder un équilibre dans la crise actuelle, mais il faut savoir comment cette crise va se terminer. C'est un point effectivement important, la question de sa neutralité. En ce qui concerne son positionnement, quel que soit le cas de figure, on peut imaginer qu'il restera en Moldavie un poids et un certain nombre de partis pro-russes, parce que ça correspond à une attitude d'une partie de la population, mais probablement les pro-européens ont pris un certain nombre de tournants et de décisions dernièrement qui devraient enraciner la Moldavie plutôt dans l'espace européen que dans l'espace russe. Après, à nous de savoir aussi ce qu'on veut faire de la Moldavie. Il y a une vingtaine d'années, j'étais un des grands spécialistes pour l'Institut d'études de sécurité de Paris, avait travaillé sur cette idée de Moldavie comme laboratoire euro-russe. À l'époque, c'était encore pour envisager des formes de coopération. On ne va pas y revenir tout de suite. Et je crois voilà, que l'idée d'être un pont entre la Russie et l'Europe n'est pas aujourd'hui quelque chose qui peut être acceptable, tout simplement parce que ça met en danger ces pays, et c'est ce que la guerre en Ukraine a démontré. Donc, comment la Moldavie peut réussir, et je pense que c'est ça en fait l'enjeu à moyen terme, c'est de développer la Moldavie de telle manière à ce que la question ne soit pas est-ce que militairement on peut récupérer la Transnistrie, mais plutôt de dire que les Transnistriens eux-mêmes souhaitent se réunifier avec la Moldavie, puisqu'on aurait davantage d'intérêt économique à le faire. C'est cela, en fait, qui serait en quelque sorte la victoire du modèle d'intégration. Je pense que la Moldavie, il y a la question évidemment de son adhésion ou non à l'Union européenne, mais au-delà de ça, il y a cette question de la réunification avec la Transnistrie sur des bases européennes, sur des standards européens, sur des questions d'état de droit, sur des questions de lutte contre la corruption. Et c'est ça certainement qui est l'objectif final recherché par Maya Sandu, qui, à court terme, sait bien qu'il n'y a pas d'adhésion possible de l'Union européenne, qui à moyen terme ou à long terme, en tout cas, veut la rendre possible. Et donc, ça passe par tout un tas de réformes internes qu'il faut faire et qui passe par notamment la réforme de l'état de droit et un certain nombre de transformations économiques. Micro. Bon. Merci Florent Parmentier par ce tour d'horizon sur la Moldavie qui était vraiment passionnant. Je souhaiterais également remercier tous les participants à cette conférence. Il y aura une 3e conférence sur l'impact de la guerre en Ukraine sur l'Europe qui se concentrera sur la dimension de la sécurité alimentaire
et nous aurons la chance, même pour cette conférence, de pouvoir compter sur le soutien de Florent et de son expertise nordique. Bonne soirée à tout le monde et merci et une bonne soirée. Au revoir, arrivederci. Merci à tous.